le Soleil sera beaucoup plus gros, beaucoup plus chaud, la Terre se sera énormément réchauffée, ses océans vont s'évaporer. Mais là, on parle de la fin du système solaire. Pour les étoiles qui ont une masse supérieure, elles vont mourir de façon un peu plus rock'n'roll en explosant, ce qu'on appelle une supernova. Et là, on parle d'un astre qui fait quasi la taille du système solaire, quoi. Il nous faudrait 6700 ans pour y aller. Pour Tchernobyl, plutôt des matériaux pas aux normes. Un physicien qui à l'époque n'a pas été écouté. Il en est même pas la moitié de sa vie dans l'univers. Oui, il est bébé. Ouais. T'as Spider-Man qui était là avec la perruque. Mon Dieu, Marty. Oh, la monétisation en PLS. Ouais, c'est mort. Bonjour, ça va péter. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet ultime épisode d'Expansion, le podcast. Je suis avec JB une dernière fois. Salut mon vieux, ça va? Bah ça va, et toi? Bah ça va super. Avec un peu de mélancolie, bah ouais, je dois dire. On a enregistré 5 super épisodes, on s'apprête à enregistrer le dernier, qui conclut cette série podcast. La dernière fois, on avait parlé de la vitesse de la lumière, on avait parlé des trous noirs, d'objets célestes de dingue, comme des nébuleuses. On était allé aux confins de l'univers. Et c'était la seule fois de la série qu'on quittait vraiment le système solaire. Là, on y retourne une dernière fois. C'est ça, et pour parler de notre cœur, un petit peu, voilà, le cœur à l'agonie, pour ceux qui ont la référence et qui ont vu notre épisode 6 d'Expansion qui est disponible sur YouTube. On vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de voir les épisodes qui sont sortis sur YouTube pour comprendre le podcast et qui sont juste des extensions de ces épisodes, mais on reprend en fait point par point ce qu'on dit dans les épisodes en élaborant un petit peu. En élaborant, en approfondissant, on prend plus le temps, c'est des épisodes assez courts à la base. Mais là on profite. On profite du podcast pour ça justement, effectivement. Et on va voir ce qui se passe un petit peu pour lui et pour le système solaire tout entier. Puis là on va aussi bien parler du passé que du présent. Et surtout du futur du Soleil et du système solaire, de sa fin. Donc il y a plein de choses trop cool et super intéressantes à dire. Et, ravi d'en parler une dernière fois avec toi. Pareil, voilà, jamais dire jamais. Oui, il faut jamais dire jamais. On reviendra dessus à la fin, on verra. Pour notre petit outro. Ouais. Et bon, t'es prêt? Je suis prêt mon vieux. Bienvenue dans cet ultime épisode, l'épisode 6 d'Expansion, le podcast. Alors, nous sommes il y a 4,6 milliards d'années. Nous sommes dans le passé, au balbutiement du système solaire. Avant Michel Drucker, 4,5 milliards d'années. Michel Drucker n'était même pas né, tu te rends compte? C'est ça. Ou il commençait à peine. C'était peut-être les balbutiements de Michel Drucker, voilà, c'est ça. Non, même pas, genre adulte et tout, mais il commençait quoi. Oui, voilà. Il commençait. Parce que c'est pas le carbone 14, Michel Drucker, tu peux pas le dater, je pense. c'est un truc c'est une abstraction, tu vois. Ou Lynn Renault, on peut dire Lynn Renault. C'est qui la Trinité? Lynn Renault est dans la Trinité? Pour moi, ouais. Parce que l'autre, c'est quoi? C'est la reine. C'est Drucker, Elisabeth II, mais du coup, ça s'est cuit. Oui. Moi, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'avais plutôt un binôme français, j'avais pas de Trinité, mais c'est vrai que la reine, tu pouvais inclure la reine. Nous sommes donc il y a 4,6 milliards d'années dans le système solaire, mais qui n'a strictement rien à voir avec ce à quoi il ressemble aujourd'hui. À cette époque-là, on parle d'un disque d'accrétion, ça s'appelle comme ça, un disque de gaz, de matière. C'est ça. Certains éléments légers, d'autres plus lourds, connus, comme notamment l'hydrogène. Le monoxyde de carbone, l'ammoniac, de la vapeur d'eau aussi, très important aussi. Et puis quelques éléments solides aussi. Beaucoup moins nombreux, mais c'est vraiment se représenter cet énorme nuage de gaz qui se transforme peu à peu en disque d'accrétion et qui est une espèce de proto-étoile avec en son centre en fait ce qui deviendra plus tard le Soleil et ce gaz qui commence à s'agréger sous l'effet de la gravité. Donc dans ce disque d'accrétion, pour ceux qui ont la version vidéo, on vous montre actuellement à quoi ça pourrait ressembler en tout cas. Mais du coup, sur tout ce disque de matière qui composait le système solaire, on parle de 98 à 99% de toute cette matière qui va se concentrer et qui va créer le Soleil. C'est ça, et le 1% restant constitue les 8 planètes du système solaire, entre autres. Les lunes, donc les 8 planètes, les centaines de lunes, la ceinture d'astéroïdes, tout ça quoi. Les planètes naines aussi, on va pas oublier Pluton et puis les Américains. Je sais pas si le nuage de Oort est pris en compte. C'est possible que le nuage de Oort fasse partie de cette espèce de proto-disque. D'ailleurs, la formation de ces planètes-là, on les compte de 0 à 100 millions d'années après la formation du Soleil. En tout cas des premières planètes du système solaire.
Et encore une fois, on en avait pas mal parlé dans les épisodes précédents, le fait que les planètes telluriques, rocheuses, soient plus proches du Soleil et que justement les planètes de gaz soient les plus éloignées. Il y a vraiment une différence. Il y a vraiment la suite Mercure, Vénus, Terre, Mars. Et ensuite, on a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Que les matériaux solides ont moins de chances de se condenser. Ce qui fait qu'on a potentiellement plus de planètes rocheuses plutôt vers le centre et des planètes gazeuses qui se forment plutôt à l'extérieur du système solaire. Pour ça, il y a l'épisode 3, on en parle beaucoup, parce qu'on parle de Saturne en particulier, des planètes gazeuses de manière générale. On vous invite fortement à aller l'écouter ou le réécouter. Mais là, maintenant, on va retourner dans le présent. Aujourd'hui, le système solaire tel qu'on le connaît, et on va se concentrer sur le Soleil. Comment il fonctionne ? On parle de fusion nucléaire. Alors, fusion de quoi ? Pour notre étoile, le Soleil, faut savoir que pour toutes les étoiles qui composent notre galaxie, notre univers, leur destinée est dictée par leur masse. Et alors, notre étoile, c'est plutôt une naine dans le bestiaire des étoiles qu'on peut trouver. On va parler de Antares, du Scuti, etc. ensuite. Qui, pour le coup, sont des super géantes. Ouais, bien plus massives. Pour rappel, un peu dans les différents types d'étoiles, on a les naines brunes, qui sont un peu des étoiles avortées. Oui. On a les naines jaunes, on a les naines rouges, les géantes rouges, les super géantes rouges, les géantes bleues, les super géantes bleues. Il y a tout un spectre. Et les naines blanches, et ça, on en parlera les naines blanches, particulièrement à la fin. On va pas du tout en parler là, mais plus à la fin de l'épisode. Mais en l'occurrence, oui, c'est une naine jaune. Mais je précise quand même que le Soleil n'est pas jaune du tout, il serait plutôt blanc. Justement, on s'imagine jaune, c'est à cause de l'atmosphère. Mais... Oui, c'est dû à notre atmosphère et ça lui donne une couleur plutôt jaune, effectivement. Voilà. Mais donc cette étoile, donc notre Soleil, elle est assez peu massive, entre guillemets, par rapport aux autres étoiles. On pourrait mettre 1 million de fois la Terre dedans. Quand on compare la taille de... Tu parlais du Scuti par exemple. Les 2 étoiles les plus grosses connues à ce jour sont Scuti et Canis Majori, qui sont énormissimes, qui font jusqu'à 1700 fois la taille du Soleil. Ouais. Et là, on parle d'étoiles qui peuvent faire quasi la taille de notre système solaire, quoi. C'est complètement démesuré. Je pense que c'est très difficile déjà de se représenter la taille de notre Soleil. Ouais. Et pour Scuti, Antares, c'est juste... C'est énormissime, c'est-à-dire que c'est inimaginable. Là, ça relève plus des géantes rouges, on va en parler tout à l'heure. Pour le moment, on se concentre sur notre naine jaune. Ouais. Donc du coup, voilà, on parlait du fonctionnement du Soleil, de la fusion de l'hydrogène au sein du Soleil. Alors voilà, tu viens de le dire, parce que effectivement, notre Soleil fusionne globalement de l'hydrogène, qui est l'élément le plus léger et donc le plus commun dans l'univers. Ça, on l'a rappelé dans différents épisodes, je crois. Et donc cet hydrogène, il va être fusionné par ce qu'on appelle en physique la chaîne proton-proton, qui est différente de la chaîne du cycle CNO que j'ai évoqué le cycle CNO, c'est vrai. Dans un des premiers épisodes. Et donc cet hydrogène, au fur et à mesure que notre Soleil va vieillir, cet hydrogène il va être transformé en hélium. Cet hélium il va être stocké dans son cœur, dans son centre, qui est à plus de 15 millions de degrés. On parle de 15 millions de degrés. Oui. D'ailleurs, détail intéressant, on va revenir sur la fusion nucléaire justement bientôt. Oui, aussi, c'est important aussi de savoir est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on peut reproduire les interactions physiques qui se déroulent dans notre Soleil ? Y a-t-il des dangers ? On vous le dira. L'hydrogène, par exemple, qui se transforme en hélium petit à petit. Notre Soleil qui va progressivement augmenter sa chaleur par réaction nucléaire et sa taille jusqu'à arriver dans 5 milliards d'années à ce qu'on appelle une phase de géante rouge. Où là, il aura fini de fusionner tous ces atomes d'hydrogène. Ça, on va... On va bien revenir dessus après, bien sûr. Et donc on parle de fusion nucléaire, ce qui n'a rien à voir avec la fission. Donc la fission, c'est ce qui se passe dans nos centrales nucléaires, celles qu'on connaît. Ouais. Mais du coup, la fusion nucléaire pourrait nous permettre d'avoir une énergie plus propre. Plus propre. Et c'est bien que tu dises plus propre. Ouais. La fission, c'est quoi ? C'est que tu prends du coup un atome, l'uranium 235, qui est un isotope de l'uranium, ou du plutonium 239. D'accord ? C'est aussi un isotope du plutonium. Et donc, par fission, tu le scindes en 2. Et donc, c'est ça qui libère en fait une énergie qui ensuite est transformée, parce qu'il y a des grandes cuves d'eau qui se sont transformées en vapeur ensuite, et tu transformes ça en énergie
C'est ce qui se passe aussi bien dans les centrales nucléaires que dans les bombes atomiques. Oui, sauf que dans nos centrales nucléaires, c'est important de le dire, c'est contrôlé. Oui, coup, c'est contrôlé l'intérêt à mort. de la Alors fission, que oui, non, justement, l'intérêt de la fission d'une bombe atomique, c'est le fait que c'est pas contrôlé. Nagasaki et Hiroshima, toute la. C'était, on va dire, c'était volontairement non contrôlé. Volontairement non contrôlé. Alors que Tchernobyl ou Fukushima, c'est justement, c'est pas volontairement. Oui. Alors pour Tchernobyl, plutôt des matériaux qui sont pas aux normes, qui n'étaient déjà à l'époque pas aux normes. Puis il y avait une pression du gouvernement, il y avait la guerre froide. Pour les tests qui successivement ont amené à cet emballement du réacteur. La série de Tchernobyl qui est génialissime, on vous conseille beaucoup. D'ailleurs. Aujourd'hui, on est et puis, d'ailleurs, dans le dernier épisode, je crois que c'est dans le dernier épisode, on a vraiment une vulgarisation incroyable de ce qui s'est passé. Ouais. Et donc d'un physicien qui à l'époque n'a pas été écouté. Donc, ouais, c'est clair. C'est souvent ça, quand même. Oui. Bon, Fukushima, c'est différent. Et Fukushima, c'est plutôt naturel, c'est tremblement de terre, plus tsunami. Ce qui s'est passé. Mais contrairement à Tchernobyl, où, bon, là, évidemment, en ce moment, non, enfin, voilà. Mais d'ailleurs, jusqu'avant, je voulais juste dire, enfin, tu sais, cette espèce de rumeur comme quoi ça s'est arrêté à la frontière, etc. Oui, c'est. Ouais. Alors, sachez que c'est un fake, hein. Enfin, oui, c'est un fake. Mais c'est un hoax. Non, mais en fait, c'était une idée reçue par rapport à plusieurs trucs. Ouais. Dans la météo, ils en avaient un peu gardé. T'avais des trucs comme ça qui étaient passés dans le journal. Et t'avais une journaliste française qui était à la frontière entre l'Allemagne et la France. Et elle disait, voilà une salade. Cette salade, en Allemagne, on peut pas la vendre. Elle passe la salade juste dans la frontière et elle dit, cette salade en France, on peut la vendre. Et du coup, t'as ce truc hyper abruti, en fait. Oui. Et qui a été, je sais pas, extrapolé ensuite, je pense. Voilà. Oui, ça a ensuite été extrapolé, parce que je pense qu'on a dû aussi pas mal se foutre de notre gueule sur ce coup-là. Non, mais même à l'époque, je veux dire, s'il n'y a pas eu une directive du gouvernement qui nous a dit, oui, ça, vous inquiétez pas, ça s'est arrêté à la frontière et tout. Oui, non, mais Donc, voilà. Et, mais voilà un peu, pour la fission nucléaire. Oui, pourquoi ça peut pas arriver en France? Parce que déjà, on n'est pas le Japon. On n'est pas entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. On peut enregistrer des tremblements de terre, je crois qu'il y en a eu dans le sud il y a quelques temps, mais on les sent à peine, quoi. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé au Japon. Petite magnitude et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Japon. Et en plus, il y avait une espèce de conjonction de désastres naturels qui sont produits au Japon. C'était effectivement un tremblement de terre. Et donc, grosse magnitude. Et les tsunamis aussi. Et donc, voilà, Fukushima, complètement. C'est quand même pas loin de l'océan. Donc, c'est pour ça aussi. Et du coup, en ce qui concerne la fusion nucléaire, celle qu'on peut représenter sur Terre aujourd'hui, c'est la Chine qui a, je crois, réussi à maintenir un état de fusion de 17 minutes. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre sur la fusion, c'est qu'on cherche la rentabilité. Bon, ça, je pense que ceux qui nous écoutent, ils le sauront. On fait pas ça juste par plaisir ou parce qu'on croit qu'on peut le faire, c'est juste parce qu'il faut que ce soit rentable aussi énergétiquement. Et donc pour ça, il faut qu'on atteigne ce qu'on appelle le seuil d'ignition. Et le seuil d'ignition, c'est quoi? C'est atteindre un niveau de température suffisant pour que le plasma généré dans nos réacteurs à fusion s'alimente lui-même. Et donc on se rapproche petit à petit de ce seuil d'ignition, ce fameux seuil d'ignition. Et on a un gros programme en France, qui est un programme international qui s'appelle l'ITER, qui est un programme destiné à atteindre ce seuil d'ignition dans un réacteur en forme torique. C'est comme c'est un bagel, un donut. Oui. En fait, je sais pas lequel a le trou au milieu, c'est le bagel ou le donut? C'est bagel. C'est bagel, merci. Les donuts aussi. En fait, le donut c'est sucré et le bagel c'est salé. C'est vrai? Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Je ne suis pas policier. Non mais voilà, en gros c'est on a le fact-checking derrière. Ouais, c'est ça, notre équipe technique est toujours là et merci à eux de me dire que le bagel c'est sucré et l'autre c'est salé. Non mais du coup c'est l'inverse. Ou l'inverse. Et donc vous imaginez cette chambre en forme donc, de bagel avec comme un cercle finalement dans lequel est confiné le plasma. Un peu de la même manière que l'accélérateur de particules, qu'un accélérateur de particules. C'est circulaire, un accélérateur de particules. Oui. Au CERN et tout. Parce qu'il faut que tu accélères en fait donc les particules comme au LHC. Tu peux pas mettre d'angle en fait, donc du coup tu es obligé de. Non, ouais, c'est sûr. Il faut que ça se rejoigne. Oui, bien sûr. Par exemple, le LHC qui est le Large Hadron Collider. Voilà, merci. C'était ma minute anglais. Tout ce dont je suis capable. Donc le grand collisionneur de hadrons. Donc les hadrons, c'est une famille de particules. Et donc c'est là qu'ils ont découvert donc, le boson de Higgs, qu'ils ont vérifié en fait cette hypothèse. Et donc oui, effectivement, ça a une forme centrale en rond pour faire se collisionner des particules et voir en fait les effets que ça a.
et collecter de la data. Et donc, d'ailleurs, je vais le prendre. Ah non, c'est toi qui l'as ou pas? Le CERN? Ouais. Ouais, bah JB il va vous présenter, donc c'est un souvenir, hein. C'est quoi? Je sais même pas qui c'était un souvenir. Qui t'a offert ça? Je l'ai acheté au CERN. Non, bah j'étais avec, j'en parlais à Nico tout à l'heure, mais j'étais allé voir Nico, c'était pour montage de son court-métrage, et puis on avait visité le CERN, parce que c'est en Suisse. Enfin, c'est ça, mais en fait, donc là, ce que vous avez, ce sont des données qui ont été collectées après la collision de particules au LHC. Et donc, je savais même pas qu'on pouvait avoir ça en souvenir. Mais ça fait partie. C'est dans la boutique de souvenirs et c'est des vrais trucs. Vraiment, c'est très très cool. Ouais. Mais du coup, rien à voir avec l'ITER. Mais oui, donc oui, pour revenir à l'ITER, c'est voilà, 30 minutes d'information. D'accord. Enregistrées. Ouais. Tu les as vus ou pas? Faut déjà que j'achète le truc pour pouvoir les lire. Ah ouais, le truc. Je n'ai pas d'accès à il doit y avoir un système, non? Ouais, en tout cas, super stylé qu'ils vendent ça. Ouais, c'est trop bien. Dans la boutique souvenir. Oui. Et ouais, pour revenir à cette idée de fusion, oui. Alors il y a plusieurs méthodes de fusion qui sont étudiées. Donc pour l'ITER, en fait, c'est de la fusion dans un réacteur en forme torique. On veut fusionner ce qu'on appelle la fusion DT, donc c'est du deutérium qui est un isotope de l'hydrogène et du tritium qui est un isotope de l'hydrogène. Voilà, mais différent. Et du tritium, on n'en a pas beaucoup. Sur notre planète, il est très très rare, mais il est créé en partie infinitésimale et qui sont pas forcément récupérables, étant donné que c'est dans la haute atmosphère. Oui, la seule manière la manière la plus facile entre grosses guillemets d'obtenir le tritium, c'est de le créer justement. C'est ça, en fait, c'est de le créer. On verra pourquoi. Enfin, on verra comment. Et c'est surtout là, on en a 27 kilos. Sur Terre. C'est 27 kilos? Ouais, on en a 27 kilos. En fait, on en crée moins d'1 kilo par an. À peu près 900 grammes par an. Et là, on en a 27 kilos qui est stocké. Le truc, c'est que le tritium, c'est radioactif. Et donc, il a une demi-vie de à peu près 12 ans. En fait, 12,3, mais vas-y. Voilà. Oui, donc il désintègre. Là, tu peux pas avoir la prétention de dire je le garde pour plus tard. C'est ça. C'est-à-dire, il faut en produire en continu pour que nos réacteurs, nos futurs hypothétiques réacteurs à fusion, puissent être auto-alimentés. Et donc, ce tritium, il est créé notamment par la fission. Et par Oscorp. C'est un des... Et oui, c'est vrai. Alors là, vous avez la première référence pop culture de la soirée. C'est vrai que généralement, c'est Star Wars qui arrive sur le tapis. Là, et là, Spider-Man, mais en même temps, Spider-Man, c'est trop cool. Bah oui, et de Sam Raimi surtout. Mais c'est un bel exemple en plus, ce qui se passe avec. C'est super dangereux. Voilà. Merci mec. Voilà. Oh le débile. Mais c'est terrible. Spider-Man qui tombe le masque. On ne savait pas. Non, on savait pas du tout. Attends, il a attendu qu'on en parle. Mais de ouf. Putain, voilà. Big up à Gabriel. Allez, bah les messieurs, je retourne. Gabriel qui technique, fort technique, qui nous a tellement de fois aidé à monter le plateau et tout. Qu'est-ce qu'il est con, putain. Putain, la dinguerie. Ok. Putain, la vache. Parce que en vrai, il y a un monde où le mec il serait resté genre à l'extérieur. Et on n'en aurait même pas parlé, c'est du style de la pop culture et tout. Je suis allé voir le tritium, voilà. C'est les specs et puis on s'en fout de la pop culture. Incroyable, bah merci Gabriel et puis merci pour tout ce que tu fais pour New York. Et oui. Merci pour tout. Voilà. Mais du coup, très bel exemple, on va parler un peu de Spider-Man 2, mais pour ceux qui ont vu le film, c'est par rapport à ce que fait Octavius, parce que son but, lui, c'est de Doc Ock. C'est quoi? C'est la puissance du soleil dans la paume de ma main. C'est ça, c'est exactement. C'est justement ça. de créer. Genre, tu sais pas. Il essaie de créer. Il essaie de créer la fusion justement. C'est ça. Et donc. Et du coup, Oscorp, c'est pour ça que je disais ça. Oscorp lui donne du tritium justement. Voilà. C'est Harry Osborn qui lui fournit le tritium. Et donc que vous voyez déjà qui est présenté dans le film comme quelque chose de très rare et à raison. Et puis
Putain, j'arrête pas de repenser à cette fabuleuse musique de Danny Elfman. Pardon. On est sous le choc, excusez-moi. Voilà. Et donc voilà, en fait, il récupère donc ce tritium. Donc l'expérience en elle-même, vous vous doutez bien, est pas réaliste, mais on a besoin, pas réaliste dans ce film, mais on a besoin de ce tritium, donc de cet isotope de l'hydrogène pour créer en fait la réaction de fusion avec le deutérium, qui est lui un autre isotope de l'hydrogène, mais beaucoup plus facile d'accès, parce que le deutérium, on en a à profusion dans nos océans. Notamment. Ok. Et oui, c'est vraiment un problème. La communauté scientifique l'appelle le problème du tritium. Ouais. On en a donc 27 kilos qui est créé par la fission. Donc c'est ce qu'on appelle une radioactivité secondaire induite pour les termes techniques dans la fission, c'est-à-dire que on vous mettra en bas comme d'habitude, envoyer des petites définiques en bas. Donner mal à la tête. Ça reste de la vulgarisation, faut pas trop perdre les gens. C'est toutes ces lettres. On ne comprend pas. Mais oui, donc ce tritium-là, il est essentiel donc, pour cette réaction de fusion. Et il y a moins de 900 grammes qui sont créés par an par les réacteurs nucléaires à fission sur la planète. Donc il va falloir trouver un autre moyen, ou alors aller sur la Lune. Oui, parce que sur la Lune, il y a un autre isotope de l'hydrogène. C'est la raison pour laquelle que ce soit les États-Unis, la Chine ou quoi, veulent retourner sur la Lune. Ça sera en 2000. C'est prévu pour mi-2027. Ça a été décalé. C'était prévu pour 2026. Ouais. Et pour mi-2027, on va retourner sur la Lune du coup. Ce n'est évidemment pas pour faire du tourisme. À la limite, le tourisme, ce sera en annexe. On va tous vivre ça en live, ça va être dingue, parce que la dernière fois que c'était arrivé, c'était pour Apollo 17. Ouais. On est une génération qui va reconnaître le retour sur la Lune, et peut-être aussi le premier pas sur Mars. Mais bon, là, on va pas trop s'éloigner du sujet. Cela ne nous regarde pas. Mais effectivement, l'élément dont je parlais, c'est l'hélium 3, qu'on trouve à profusion sur la Lune et dans les 10 km de croûte extérieure de la Lune. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les particules chargées qui viennent de notre Soleil et qui contiennent aussi de l'hélium 3 s'incrustent dans la régolithe, donc cette espèce de roche qui est à la surface de la Lune. Et cette roche, elle le capte et elle le contient. Et il y aurait pour des milliards et des milliards de dollars à se faire, des centaines de millions de tonnes d'hélium 3 sur la Lune. Et c'est aussi pour ça qu'elle est redevenue intéressante à nos yeux. Ouais. Juste succinctement pour la fusion, il y a deux autres manières de le faire qui nous sont connues et qui sont plus ou moins envisageables, plus moins que plus pour l'une d'entre elles. Mais celle qui est la plus envisageable, à part donc la fusion... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu un flash d'il y a 10 minutes. Ah d'accord. T'as vu Spider-Man spawn derrière moi. Oh, ouais, putain, c'était trop bien. C'est incroyable parce on fait ce qu'on aime. Et ça c'est fou. Et on a l'expérience Disney en plus. Ouais, c'est le Marvel Tour là. Ouais, c'est vrai. J'ai kiffé. Effectivement. Et donc il y a une autre façon de déclencher cette fusion. C'est avec des lasers. Des lasers très puissants. En les chargeant à mort, en les chargeant à mort sur quelque chose de solide pour justement déclencher la fusion. Il y a une troisième méthode qui, elle, n'est pas mise en pratique aujourd'hui, parce que les deux méthodes dont on vous a parlé, en fait, les Américains les font, les Chinois aussi s'en occupent, que ce soit par laser ou dans un réacteur en forme torique comme dans l'ITER en France. C'est plus ou moins quelque chose d'actualité. Il y a une troisième version, c'est la fusion proton-bohr. Alors le bohr, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que t'appelles le bohr ? Ouais, je vois pas. Ouais. C'est pas le tueur des dieux, ça c'est Gore. C'est voilà, deuxième ref. Est-ce qu'il y a Gore qui va se pointer ? On vous attend. Donc le bohr, donc c'est un élément qui a la chance de ne pas être radioactif. Pour nous. J'en ai parlé, mais le tritium, il a une demi-vie de 12 ans. 12,3 ans, il est radioactif. Il n'y aura pas de déchets radioactifs comme dans les centrales à fission, mais il y a donc ce dont j'ai parlé, en fait, une chaîne de réaction nucléaire et radioactive induite qui est secondaire. Et cette chaîne secondaire, en fait, elle fait que le deutérium et le tritium, quand ils fusionnent, ils larguent des neutrons sur les parois, en fait, du réacteur. Ces parois peuvent devenir radioactives.
Donc on a quand même des éléments qui peuvent devenir radioactifs et dangereux potentiellement. On rappelle quand même que le tritium c'est pas l'uranium. Hein. Le tritium, en fait, la radioactivité du tritium, elle est beaucoup moins efficace que celle de l'uranium, ce qui fait que elle traverse pas la peau, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez dans l'idée de vous faire un shot de tritium, c'est pas bon. Vous risquez d'avoir un cancer dans les quelques années qui suivent, mais c'est nettement moins dangereux que l'uranium 235, l'isotope, ou le plutonium 239. Et donc cette troisième réaction, et je vais m'arrêter là parce que je sens que tu vas me taper sur les doigts, et c'est vrai. Mais cette troisième réaction, c'est la réaction proton, donc un proton d'un noyau d'hydrogène vers le noyau d'un élément qui s'appelle le bore, et qui a l'avantage de ne pas être radioactif, mais au lieu de chauffer ces éléments à 100 millions de degrés comme on le fait pour le deutérium tritium, il faudrait les chauffer à 3 milliards de degrés, ce qu'on ne sait pas faire. Ce qu'on ne sait pas faire. On n'a pas les moyens techniques. Et justement, c'est ça ce dont aussi je voulais parler. Le fait que les Chinois, donc je ne sais plus quand c'était exactement, étaient parvenus, du coup, on le disait tout à l'heure, à maintenir une fusion nucléaire, une réaction de fusion pendant 17 minutes, avec donc, le plasma qu'ils ont réussi à produire. Oui. Était à 100 millions de degrés. Oui. Et on le disait tout à l'heure, la température au cœur du Soleil est à 15 millions de degrés. Alors qu'est-ce que Quates incroyable de dire que sur Terre, on a réussi à créer une température qui est presque 10 fois plus chaude que celle qu'il y a au cœur du Soleil, quoi. Pourquoi justement on ne se limiterait pas à chercher une température dans les 10, 15, 20 millions de degrés, et qu'on arriverait à 100 millions de degrés, quoi. Et c'est fou en fait de dire ça. Et là en fait aussi je voulais en venir, c'est le danger que ça peut représenter. Est-ce qu'il y a du danger qui peut se représenter autant, voire plus que la fission, que la fission, mais ou alors pas du tout. Alors autant de danger que la fission, je dirais non. Et c'est pas moi qui dirais, en fait, c'est connu scientifiquement. En fait, une fusion avortée, il se passe quoi ? Rien. Voilà. En fait, le deutérium et le tritium en fait, se loupent, on va dire ça comme ça, de façon très, très vulgarisée. Mais il n'y a pas de réaction en chaîne, il n'y a pas d'explosion. C'est ce qui se passe dans la tête des gens. Et donc, ce qui est dangereux dans la fission, ce sont avant tout les déchets radioactifs. En fait, il n'y aura pas de déchets radioactifs dans la fusion. Il y aura juste un relâchement d'hydrogène, ce qui n'est pas du tout nocif, et qui pourra servir à autre chose ensuite. Et donc, deux atomes qui se loupent, comme ça ne fait rien. Ils se loupent juste, c'est juste un non-événement. C'est un non-événement. Après... je commence à paraphraser. Non, mais t'as tenu. J'ai tenu, bien. J'ai tenu, une de mes premières paraphrases depuis le début. Je pense que c'est Spider-Man qui t'a... voilà. Et vraiment, ce qui se passe ensuite au niveau de la chaleur, parce que ce sont des températures qui sont extrêmes, évidemment, on s'imagine 100 millions de degrés, mais pourquoi ils font ça et pourquoi dans notre soleil il fait moins chaud qu'au cœur de nos réacteurs à fusion? La réponse, elle est assez simple, finalement, c'est que dans notre soleil, ce qui joue aussi pour ces réactions de fusion, c'est sa masse. Même dans les couches externes du soleil, la masse est tellement importante, la pression est tellement importante, l'attraction gravitationnelle est tellement importante que, en fait, on n'a pas besoin de chauffer, d'accélérer énergétiquement ces particules-là à de tels niveaux pour produire une fusion. Et c'est pour ça que dans le Soleil, parce que tout est plus ou moins comprimé, on va dire ça comme ça, en vulgarisant, les températures sont plus froides et permettent elles aussi la fusion. Alors que chez nous, on est obligé d'exciter, parce que la température, c'est l'excitation des particules, d'exciter ces particules de manière très élevée, donc en atteignant des températures qui sont dingues, comme 100 millions de degrés, ou alors 3 milliards pour ceux qui bossent sur la réaction de fusion entre protons et bohr, pour générer cette fusion. Et comment on se protège de ça ? C'est assez simple, on va dire comme c'est par un champ magnétique. C'est-à-dire que le plasma à l'intérieur de cette chambre torique de réacteur, il touchera jamais la paroi. Oui. Donc il est confiné. Et étant donné que le champ électromagnétique est là pour le confiner, il n'y a pas moyen d'explosion ou de réaction en chaîne, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors juste là, j'aimerais qu'on s'éloigne un petit peu de la fusion nucléaire
et qu'on rejoigne la couronne solaire. Donc là, on refroidit un peu. De la dire qu'il fait froid, je ne sais pas, mais 5000 degrés là. 5000 degrés. Limite, tu peux cuire une pizza. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, de loin. Oui, de loin. De façon très courte. Voilà. Mais on passe de 15 millions à 5000 degrés. Et pourquoi ? Parce qu'à la surface du Soleil, il se passe des choses incroyables aussi. On observe des flux de plasma, ce qu'on appelle des vents solaires. À quoi c'est dû ? Et du coup, quel est l'impact de ces vents solaires sur la Terre ? Parce qu'on sait également aussi que l'activité du Soleil n'est pas la même tout le temps, qu'elle varie, qu'elle est de temps en temps plus forte ou alors plus douce. Mais du coup, ces flux de plasma ont un certain impact sur nous. Ça crée un certain événement météorologique sur Terre. Sur notre planète. Comme tu l'as dit, on peut même le prédire maintenant. Le Soleil, il a des phases qui sont plutôt tranquilles, plutôt douces, et d'autres phases qui sont plus actives et qui ont pour origine des réactions de fusion qui sont plus courantes qu'à d'autres périodes. Et donc ces vents solaires qui sont toujours là, ils se dirigent vers notre Terre constamment. Et c'est pour ça que vous avez des aurores boréales au nord et australes au sud. Voilà. Ce qu'on appelle du coup les aurores polaires. Je dis ça parce qu'on entend beaucoup plus souvent aurore boréale. Alors qu'en réalité, les aurores, du coup, on observe ça essentiellement au pôle, on va dire. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que les aurores sont essentiellement polaires, justement. Oui. Parce qu'on peut en observer dans d'autres endroits sur Terre. Je vais revenir dessus juste après. D'abord, on finit un peu l'explication des vents solaires. Dans les vents solaires, vous avez des particules qui sont chargées, des protons, des électrons, qui rencontrent un champ magnétique, la magnétosphère. Et donc cette magnétosphère, elle est créée par... On vous mettra une image... Non, débrouillez-vous. Après, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Mais... Ces lignes représentent, autant que faire se peut, le champ magnétique terrestre. Champ magnétique, pourquoi ? Parce qu'on a un cœur dans notre Terre qui est ferromagnétique, donc qui crée ce champ magnétique. Et donc ces particules qui sont chargées, ces électrons, ces protons, elles bombardent notre planète en permanence, que ce soit en période de faible activité du Soleil ou de forte activité. Et elles sont déviées jusqu'au pôle, là où le champ magnétique est le plus faible, finalement. Et donc c'est pour ça que au pôle, et d'ailleurs que ce soit sur Terre, même ou Jupiter et Saturne, vous avez aussi des aurores polaires, vous pouvez voir des espèces de lignes bleues, vert, magenta, violet, etc., qui sont créées par ces particules chargées qui, alors pour la couleur, en fait, je crois que, à vérifier, mais je crois que dans la basse atmosphère, ces particules qui sont chargées créent plutôt la teinte verte. Ouais, ça je saurais pas en dire. rencontrant l'oxygène. Globalement, c'est du vert, du violet, et les couleurs qui sont observées. Et donc, au-delà de ça, vous avez le violet, et ça, c'est pas l'oxygène, c'est l'azote, qui est aussi présent sur notre chère planète bleue. Et donc, vous avez ces aurores polaires qui se situent aussi sur Saturne et Jupiter, comme je l'ai dit, c'est assez intéressant de voir. Exactement, on peut. C'est pas une caractéristique on a même des photos de Saturne. Il y a des photos assez connues de Saturne où on voit les petites aurores polaires. Peut-être pas la couleur hyper fidèle, mais on peut s'imaginer. Oui, et puis de toute façon, par rapport à la composition atmosphérique. Oui, mais voilà, et par rapport à la composition. Et la hauteur. Mais voilà, il n'y a pas besoin forcément d'être en Finlande, en Suède ou en Norvège ou au Groenland pour observer, ou en Antarctique pour observer des aurores polaires. Par exemple, la nuit du 31 décembre, pour fêter la nouvelle année, du 31 décembre de l'année dernière, 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, on a observé des aurores boréales dans plusieurs endroits, et notamment en France. On a observé ça dans les Vosges, les Alpes, tu vois, je suis en train de voir là, les Vosges, les Alpes, l'Aveyron, l'Indre, la Côte d'Azur. Et jusqu'en Corse. Et jusqu'en Corse, exactement. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer des vents polaires qui se voient en Méditerranée. En fait, comme on l'a expliqué, ces particules qui sont chargées, en période creuse, on va dire, du Soleil, de faible activité, elles se cantonnent au pôle, mais en période de très forte activité, elles peuvent bombarder tellement notre champ magnétique et l'affaiblir qu'on en voit, en fait, pour les aurores boréales, de plus en plus au sud, et pour les aurores australes, de plus en plus au nord. C'est pour ça que des fois, au lieu de taper juste en Antarctique, ça peut taper jusqu'en Afrique du Sud et plus haut pour les aurores australes. Et évidemment, pour les aurores boréales, on peut même en voir jusqu'en Italie. Oui, parce qu'on arrive encore... De toute façon, la Corse et l'Italie, c'est pas très loin. Oui, voilà, sur la même latitude. Donc, Enfin voilà, on va avancer un petit peu, puisque là, on va quitter le présent et on va faire un bond dans le futur. Je te propose, mon vieux, de rentrer dans la DeLorean. Et de faire un bond de 5 milliards d'années. Tu sais quoi ? Dans le futur, j'accepte, mais j'ai pas vu le film. T'as pas vu Retour à le futur ? Non. En vrai, Alors,
Ta gueule déjà. Non, parce que là, non mais c'est terrible parce que du coup on fait plein de trucs ensemble. Là, on est en train de faire extension de podcast. On n'a pas vu. Oui, mais ensemble. là on parle d'un de mes films du coup préférés. Et tu me balances ça en mode. Entre la poire et le fromage, ouais, carrément. Ouais. Ok, très bien. Mais parce que, en fait, non, je crois que quand j'étais gosse, j'ai dû voir le 1. Ouais. J'ai quelques souvenirs. Ouais. Mais. C'est. Non, c'est même pas le 1 en plus, les chaussures qui se lassent toutes seules. Les chaussures qui se lassent toutes seules, ça c'est le 2. C'est le 2, c'est le 2. Très avant-gardiste le 2 avec des voitures volantes, Les voitures qui se lassent toutes seules. Et le 1, c'est celui dans lequel il essaye de se faire rencontrer ses deux parents, c'est ça? Ouais. Mais oui, c'est Ouais. quand il baisse sa mère. Mais va niquer Pardon. ta mère, Marty. Mais là en fait on parle du Marty Dog dans des une émission de Cassos. vulgarisation pour enfants ici, madame. Elle a dit sa mère, voilà. Mais donc Oui. elle m'a donné raison. Mais en fait, oui, tout ça pour dire qu'à l'époque, à l'ancienne, bah en fait quand j'ai découvert la science-fiction, tout ça, j'étais plutôt Star Wars. Et putain la moue qui fait. Genre je vais le démarrer. Non mais c'est Non, mais on terrible. voit ça si tu veux. Voilà. Ah, ça, alors là c'est Spider-Man. C'est Spider-Man qui met autant à futur. Ah il est con. T'as Spider-Man qui était là avec la perruque. Mon Dieu, Marty! Oh la monétisation en PLS. Ah ouais, là, c'est. Ouais, c'est mort. mort. Ok. Mais ouais, en fait, tout ça, voilà, je suis passé à côté. Je suis passé à côté. Mais tu vois, pour finir là-dessus, je dirais juste que c'est un truc que j'ai envie de voir avec des potes. Mais oui, Et j'ai mais- pas forcément eu avec l'occasion. des tu vois. pizzas. Il y avait des pizzas, voilà. Avec des pizzas. Ouais. J'ai envie de proche. Bon bref, donc Ouais. on rentre dans la DeLorean. On va faire un bond dans le futur de 5 milliards d'années. Où en est notre système solaire? Là, c'est un système solaire qui est vieux. On pourrait même appeler ça un système solaire un peu antique, qui a eu énormément d'histoires derrière. Il s'est passé énormément de choses. Et là, le système solaire touche à sa fin. Oui. Avant Vieux de... comme le doc. Ouais. J'essaie de me raccrocher à ce que je peux, voilà. Avant de reparler du Soleil, on va faire un petit état des lieux du système solaire, où il en est, à commencer par Saturne. Saturne, on avait baisé... Saturne. Baiser, ouais. Mais on va pas le dire maintenant. Saturne, on avait expliqué dans l'épisode 3 que elle allait perdre ses anneaux. Saturne, c'est peut-être la planète la plus iconique du système solaire. Grâce à ses anneaux, justement. T'as pas l'œil, on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler. On en avait parlé, mais je veux Voilà. dire, dans l'imaginaire collectif, Saturne a une certaine aura, si on peut dire. Non, mais c'est juste Et moi ça- qui ai envie mais ça, d'être c'est- différente. Ouais, genre. Non, j'aime pas Saturne. Oui, non, mais c'est tout le temps comme ça. Ouais, Mais, ça, je sais. non, en tout cas, Saturne, du coup, n'a pas tout le temps eu ses anneaux et ne les aura plus pour longtemps, quoi. Oui, en fait, À l'échelle du système c'est solaire, ça. sur toute la durée de vie de Saturne, la présence des anneaux autour de Saturne, qui est pourtant une planète super iconique et qui est connue pour ça dans le système solaire, est extrêmement minime par En fait, elle rapport à aura la vie du glow système up solaire. pendant quelques centaines de millions Ouais, c'est d'années. ça. Puis ensuite, hop, Et ensuite, voilà. c'est terrible. Ça nous arrive à tous. Aujourd'hui, on peut dire que les anneaux de Saturne sont présents depuis environ entre 100 et 300 millions d'années, et on sait qu'il leur reste à peine 100 millions d'années, quoi. Ce qui, par rapport aux 5 milliards d'années encore de durée de vie du Soleil, parce que pour rappel, le Soleil en a la moitié de sa vie. Oui, c'est ça. En fait, ce actuellement. que j'ai oublié de dire avant, c'est que le Soleil, il a consommé la moitié de son hydrogène. C'est comme ça qu'on sait qu'il est à peu près à mi-vie. Donc ensuite, quand il va commencer à fusionner de l'hélium, ça va pas être la même poloche pour le reste du système solaire. Mais justement, ça, on va revenir dessus assez rapidement. Mais Saturne, du coup, qui n'aura plus d'anneaux à ce moment-là, contrairement à Mars, qui entre-temps, qu'on aura gagné, parce que donc c'est Phobos ou Deimos. Deimos va se cracher, c'est Phobos qui va se disloquer sous les effets de marée et qui va occasionner du coup des anneaux autour de Mars. Et on peut même imaginer, si on rêve Alors, un ce sera peu, pas de la taille de Saturne non plus. oui, Voilà. bien sûr. Non, Mais ce il sera un aura petit les anneau. siens. Voilà. Mais ouais, il aura les siens. On peut même imaginer, si on rêve un peu, une planète Mars avec un anneau et à sa surface de l'eau liquide. De l'eau. Parce que du coup, spoiler, le soleil sera beaucoup plus gros, beaucoup plus chaud, la glace aura fondu et on pourrait imaginer des océans, mais en tout cas des petites mers, des lacs sur Mars, quoi. Donc ça, voilà, en ce qui concerne donc, ces astres-là. T'as Phobos et Deimos qui vont se séparer. Quand même chiant pour des jumeaux. Ouais. Parce que je crois que c'est des jumeaux dans la mythologie grecque. Mais oui, des planètes qui perdent leurs anneaux, d'autres qui en gagnent. Le Soleil qui va devenir graduellement, parce que ça se fait pas comme ça en une réaction subite, mais il va devenir graduellement de plus en plus chaud. Faut savoir qu'il perd en masse continuellement, le Soleil, et qui va fusionner finalement ensuite des éléments plus lourds et qui vont progressivement le réchauffer et le transformer dans sa phase de géant rouge.
Avant ça, on va continuer un peu avec les planètes du système solaire. Oui. On va en sauter une planète. Ouais, c'est pas mieux. On va directement passer à les deux plus proches du système solaire, Mercure et Vénus. Mercure aujourd'hui, elle fait entre 173 degrés et 427 degrés. Dans 5 milliards d'années, au moment où le Soleil aura beaucoup grossi, elle fera jusqu'à 2000 degrés. 2000 degrés. Et on parle même d'une surface partiellement fondue de Mercure. On a atteint le point de fusion de la roche à 2000 degrés. Donc on aura juste en apparence une boule de magma qui sera les derniers soubresauts de Mercure. Ouais. Mercure qui fait pas trop parler d'elle non plus parce qu'effectivement elle est un peu moins sexy, intéressante on va que dire les autres. Saturne, complètement. c'est pas Mars non plus, évidemment c'est pas la Terre. Contrairement à sa voisine de derrière, Vénus, qui a d'ailleurs son épisode à elle, l'épisode 2, qu'on vous conseille fortement d'aller écouter ou réécouter. Vénus qui pour le coup, même si aujourd'hui ça peut être la plus chaude du système solaire, sans être la plus proche, qui pour le coup, elle plafonnera vers les 1500 degrés. Mais cela reste quand même énorme, puisque aujourd'hui, à l'heure où on parle... Oui, parce qu'on l'a dit, en fait, elle a une atmosphère extrêmement dense, qui effectivement fait que... Qui occasionne des températures à 460 degrés aujourd'hui. Une température torride à sa surface, mais qui aussi rebalance la lumière du Soleil dans l'espace, parce qu'elle est opaque, finalement, cette planète. Mais pour Mercure, il y a un truc cool, c'est qu'elle a 2 levées de Soleil. Par rapport, en fait, à son orbite et à sa rotation, elle a 2 levées de Soleil, c'est-à-dire que si vous étiez dans le ciel, il n'y a pas de ciel à Mercure, mais si vous étiez sur Mercure, il faudrait y avoir une atmosphère, mais en tout cas très très fine. Soleil, vous verriez le Soleil qui s'engage comme ça et qui recule et qui pour se réengager une deuxième fois. Et donc c'est une chose stylée qu'à Mercure qu'on n'a pas nous. Voilà. Bon, on est quand même grave plus stylé que Mercure, on va pas se mentir, mais sur beaucoup de points effectivement. Mercure, on dirait une grosse lune, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Enfin, notre lune à nous, je parle. C'est ça. C'est pas encore une planète naine, mais c'est quand même assez petit. Et parlons de la dernière planète tellurique du système solaire dont on n'a pas parlé, une planète très spéciale parce qu'elle a accueilli la vie. Et dans 5 milliards d'années, cette planète, un peu près comme Vénus, on compterait des températures entre 1000 et 1500 degrés. La Terre se sera énormément réchauffée à cause de plein de phénomènes géologiques, météorologiques, notamment le fait que ces océans vont s'évaporer, ce qui va créer une atmosphère très dense, un peu comme Vénus, et justement on en parle dans l'épisode 2 de ça. On dit que justement Vénus et la Terre sont 2 sœurs jumelles. Elles se ressemblent sur beaucoup de points et que justement Vénus pourrait être le témoin de ce à quoi pourrait ressembler la Terre plus tard. Quoi. Mais entre-temps, tu disais par rapport à l'atmosphère de la Terre, là pour le coup dans 5 milliards d'années, c'est un peu une autre histoire. Oui, là il y en a plus, il y en a plus. Elle se ferait complètement souffler par le Soleil. Elle se ferait souffler par les vents solaires. Disons qu'il y a un cercle vicieux qui se perpétuera d'abord avec le dioxyde de carbone et quand le Soleil atteindra sa phase de géante rouge, là l'atmosphère elle va give up. Mais bon, il n'y aura rien dessus à ce moment-là. La Terre sera méconnaissable à ce moment-là. Vite fait, peut-être. Et encore. C'est tout. Parce que là, on parle de température 1000-1500 degrés. Même visuellement, la Terre n'aura strictement rien à voir, même par rapport à ses plaques continentales. À cette époque-là, elle aura déjà passé le cap de la Pangea Proxima. De la Pangea Proxima. Si vous vous rappelez bien, dans la préhistoire, il y avait donc la Pangée. C'était au moment où tous les continents étaient rassemblés en un seul supercontinent. Pour ceux qui y croient, MDR. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez. L'Afrique s'envoie parfaitement dans l'Amérique du Sud. Avec l'Amérique du Sud, pardon. Ces plaques tectoniques vont évidemment continuer d'évoluer et ces continents vont se rejoindre. Et donc, vous pouvez voir des représentations de ça. Et on verrait du coup l'Afrique à côté de la Russie. C'est ça, la France vraiment pôle Nord, etc. Si je prends... La Bretagne, toujours qui donne sur la mer. Moi, ça me va. C'est vrai, la Bretagne en Normandie, toujours sur la mer. De la Normandie, je m'en bats les couilles. Par contre, on aurait Londres-Paris qui se serait cruellement rapproché. Non, si la Normandie pouvait se détacher. On aurait l'Amérique du Nord qui collerait à l'Afrique. On aurait... on serait pas loin de l'Amérique. Le Caire et Moscou. Et l'Angleterre, l'actuelle Angleterre qui serait pas trop loin. Assez intéressant. Et donc du coup, la dernière fois que c'est arrivé, c'était pour la Pangée, qui a existé même avant le début de l'âge des dinosaures. Je crois même que la fin de la Pangée correspond à peu près au Trias,
qui est Ça, pour là, j'avoue, c'est toi qui est pour rappel qui lead parce que c'est le, toi l'expert là-dessus. le Trias qui est la première période de l'âge des dinosaures. Ouais. Mais donc du coup, plus tard, il y aura une nouvelle Pangée qu'on appellera du coup Pangea Proxima. Donc la Terre n'aura plus aucune gueule. Et d'ailleurs, même à ce moment-là, c'est intéressant de noter, dans 5 milliards d'années, il n'y aura Michel Drucker. Michel Drucker sera toujours là. Dans 5 milliards d'années, l'activité volcanique aura cessé sur Terre. Et là, voilà, on a un peu fini avec les planètes du système solaire. On a pas beaucoup parlé de Neptune, Uranus, mais pour d'autres épisodes, oui, parce que c'est Neptune qui est la planète préférée de Monsieur. Donc voilà, c'est Monsieur là, l'oncle là, qui veut pas être mainstream. Voilà. Oui, mais en plus, elle a des anneaux. Et elle a des anneaux, elle est bleue, elle est belle. Oui, elle est loin, inaccessible, ça me donne un côté. Et on n'en parle pas du tout. Et on n'en parle tellement pas du tout que d'ailleurs on va tout de suite arrêter d'en parler parce qu'il y a plus intéressant. On va retourner voir le Soleil. Alors le Soleil, par rapport à tout à l'heure quand on en parlait, sa taille sera beaucoup plus grande que celle qu'il a aujourd'hui. Son rayon va dépasser de 250 fois son rayon actuel. 240, 250 fois. On parle vraiment d'un Soleil énorme. Et qui sera du coup plus une naine jaune, mais une géante rouge. Une géante rouge, c'est ça. C'est-à-dire que quand il sera à court de carburant, donc d'hydrogène, il va commencer à fusionner de l'hélium. Ça va le chauffer. Et donc les couches extérieures vont s'étendre. Et donc le centre du Soleil, son cœur, va lui commencer à se restreindre sous sa propre masse. Le Soleil fusionnera ensuite l'hélium, l'oxygène et le carbone. C'est ça. Et constituer ce qui donnera plus tard une naine blanche, alors que ces couches extérieures sont, elles, éjectées, et ce qui constituera une nébuleuse planétaire. On a beaucoup parlé des nébuleuses planétaires dans l'épisode précédent. Ces beaux nuages qu'on voit un peu partout, que ce soit la nébuleuse de la Lyre, la nébuleuse de l'œil de chat, les pays de la création. La nébuleuse du Verseau, je ne sais pas si ça existe, mais ça a sûrement existé. Là, il me fait un kiff. Oui, fan d'astrologie et d'astronomie. Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est un peu ça sera ça, en fait. Ouais, et cette destinée, comme je l'ai dit précédemment, elle dépend de sa masse. Parce que notre étoile, le Soleil, va se transformer en géante rouge et ensuite en naine blanche, mais uniquement parce qu'il a une masse définie. Et donc pour les étoiles qui ont une masse supérieure, 8 fois à 30 fois la masse de notre Soleil, elles vont mourir de façon un peu plus rock'n'roll en explosant, ce qu'on appelle une supernova. Donc une supernova, c'est l'événement cosmique le plus brillant qu'on ait jamais vu, auquel on peut assister dans notre univers. Donc c'est une décharge d'énergie absolument incroyable. Et pour les étoiles qui sont supérieures à 30 fois la masse de notre Soleil, elles vont succomber à leur propre masse, finalement, se replier sur elles-mêmes jusqu'à former une singularité qu'on connaît communément sous le nom de trou noir. Donc on a grosso modo 3 types d'étoiles et 3 types de destins. Et pendant toute cette phase où le Soleil va se mettre à grossir pendant des milliards d'années, on a 2 théories. Il y en a une qui dirait que le Soleil va grossir et va englober pour sûr Mercure et sûrement Vénus et la Terre. Ensuite, on a une deuxième théorie qui dit que la Terre, si elle a encore un champ magnétique à ce moment-là, un bouclier, le Soleil, en grossissant, pousserait la Terre, en fait. Pousserait l'orbite de la Terre. Mais dans tous les cas, la Terre... Ce serait une espèce de chassé-croisé, mais finalement, oui. Là, on parle juste du fait que... Est-ce qu'on a un corps visible ou pas, quoi ? Est-ce qu'on a même supprimé la tombe, ou est-ce qu'il est quelque part comme ça, toujours témoin de... même pas ce qui a été nos civilisations avant, mais de ce qui a été notre Terre, un corps calciné ou pas de corps du tout. Et il y a cette théorie-là, effectivement, mais qui n'est pas forcément partagée par la majorité des physiciens. Mais d'ailleurs, on pense que la résistance dans la couronne solaire pourrait justement ralentir la Terre et au final, dans tous les cas, la faire tomber dans le Soleil. Étant donné que la chaleur augmente, la chaleur du Soleil et son activité augmente graduellement, à l'époque, il y aura des milliards d'années où la vie sur la Terre aura cessé d'exister et où on sera peut-être parti, enfin nos descendants, ou peut-être pas. Voilà. Je sais pas, Proxima du Centaure. Tu te rends compte, Proxima du Centaure, qui est donc le système solaire le plus proche du nôtre, avec Alpha Centauri, une planète tellurique qui est potentiellement une super Terre, donc pas forcément non plus super habitable du point de vue de sa masse. Mais bref. Pas trop grosse. À la vitesse de la sonde
la plus rapide qu'on a jamais envoyée, à 600 000 km/h. Hein. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Il nous faudrait 6700 ans pour y aller. Rien que ça, mais c'est fou parce que, tu te rends compte, là on parle d'astronomie, on est au 6e et dernier épisode. Ouais. Là, rien que ça. C'est quoi la vitesse, Rodi ? À 600 000 km/h. 600 000 km. On peut pas concevoir ce que c'est une vitesse de 600 000 km/h. Alors, et là, en fait, c'est pas 5e vitesse voie de gauche. Bah, c'est ça, mais ouais, c'est clair. On passe notre temps à parler de chiffres complètement débiles, genre quasiment de millions, de milliards. C'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer, en fait. Mmh. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est l'imager, le mettre à l'échelle, puis patati, patata. Ah, tu vois, t'imagines que la Terre c'est une bille, puis tu fous un gros ballon là-bas, tu dis que c'est le Soleil, et bah tu mets 8 mètres. Je sais pas, tu vois. C'est des distances qu'on peut essayer de vulgariser, voilà. Et parfois essayer de simplifier en parlant d'unités astronomiques, d'années-lumière. Mais on les comprendra jamais totalement, on pourra jamais les appréhender de façon exacte. Mais du coup, quand le Soleil aura éjecté toutes ces couches de matière, qu'il y aura cette nébuleuse planétaire, pour ceux qui ont vu la version vidéo, vous voyez un petit peu à l'écran à quoi ça pourrait ressembler. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, pour le coup, ils seraient affectés, mais ils n'auraient pas du tout le même sort que Mercure, que les planètes telluriques en l'occurrence. Parce qu'elles sont beaucoup plus loin. On parle plus du fait que leur orbite en fait s'élargirait, parce que du coup le Soleil, ce qui restera de lui, c'est son noyau. Donc là, c'est là qu'il devient une naine blanche et qui va juste en fait refroidir pendant des milliards et des milliards d'années, et qui sera beaucoup moins massif. C'est ça. Il aura beaucoup moins de force d'attraction. Même actuellement, il perd des dizaines et des dizaines de tonnes par seconde du fait de la fusion de notre Soleil. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais du coup, il reste stable en fait, parce que d'un côté, il rétrécit. On en parle très vite fait. D'un côté, il rétrécit, de l'autre côté, il grossit. La force gravitationnelle, qui n'est pas vraiment une force comme l'a défini Einstein, c'est plutôt une propriété géométrique de notre univers. Il y a l'interaction forte, l'interaction faible, ça c'est au niveau atomique, et l'électromagnétisme, donc, qui était à la base de l'électricité et le magnétisme, et qui ont été unifiés par James Clerk Maxwell. Et des équations qui sont totalement incompréhensibles pour moi, mais dont on m'a dit qu'elles étaient d'une élégance rare. Voilà, vous les croirez, je pense que vous les croirez. Voilà. Cette force, cette attraction gravitationnelle, cette propriété géométrique fait que la matière veut se condenser. Et les réactions nucléaires qui ont lieu au cœur de notre Soleil font que elle pousse vers l'extérieur, finalement, de notre Soleil. Et donc, ce sont ces interactions gravitationnelles qui veulent comprimer le Soleil, et sa réaction nucléaire qui veut le pousser vers l'extérieur. Voilà. Ce qui permet, du coup, qu'il garde plus ou moins la même taille. C'est ça, ouais. Là, le système solaire est dans un sale état, parce qu'il n'y a presque plus rien de ce qu'on connaît. Mais il y a un truc assez à la fois un peu beau, c'est qu'il a commencé, le système solaire est né dans un disque d'accrétion qui lui-même était dans un nuage de gaz, une nébuleuse. Et tu vois, je pense à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça, toi nous. Voilà. Tu vois, avant la création du système solaire, il y avait probablement... c'est sûr, il y avait un autre système solaire avec d'autres planètes. La matière du coup qu'aura éjecté le Soleil va resservir à un autre disque d'accrétion potentiellement, et pourra éventuellement créer un autre Soleil avec un autre système solaire, et c'est ce qui se passe tout le temps, partout dans l'univers. Et c'est fou de se dire ça. C'est vrai que pour faire écho à cette phrase qui reste vraie, à part hypothétiquement pour les trous noirs, parce que les trous noirs sont les seuls objets cosmiques qu'on connaît qui détruisent l'information. On sait qu'ils perdent de la masse via la radiation de Hawking, etc. Mais après cette singularité, on ne sait pas ce qui se passe, et on s'imagine que peut-être ils détruisent la matière qu'ils consomment. Mais à part ça, oui, effectivement, Lavoisier a raison, et c'est ce cimetière d'étoiles qui est une nurserie en fait pour la prochaine génération d'étoiles qui arrive. Et donc c'est assez beau, c'est assez poétique. De façon cyclique, et c'est je vous le dis, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Adore, parce que ça nous passionne complètement. D'ailleurs, avant, parce que là on commence à pas trop tarder à toucher à la fin, rapidement j'y pensais, parce qu'en plus ça concerne un des épisodes de la série, notamment l'épisode 4 qui est sur Europe, l'Enjoy. Donc là je parle un peu de Europe et Encelade, mais surtout d'Europe. D'ailleurs, Europe, moi, qui est un astre qui me passionne tout particulièrement, que j'aime vraiment beaucoup, et donc Europe qui a son épisode. Et au moment où le Soleil sera une géante rouge et qu'il aura réchauffé une grande partie du système solaire,
on peut imaginer que Europe, qui a pour rappel une épaisse couche de glace et qui cache en fait un océan d'eau liquide, et sur Europe, qui fait à peu près la taille de la Lune, je crois, on imagine que l'eau liquide qu'il y a sur Europe aujourd'hui représenterait 2 à 3 fois la quantité d'eau qu'on a sur Terre. Ça, il y a un océan liquide qui est incroyable, qui est aussi rendu possible par les forces de marée. On en avait forces de parlé. marée de Jupiter, du coup. Voilà. Et mais qui par contre, là, Europe, en fait, serait réchauffé. Mais Europe, on pourrait l'imaginer comme la planète Miller, je crois, dans Interstellar, recouverte d'eau là. Ouais, c'est Miller. Donc vraiment complètement recouverte d'eau. Et bon, pareil pour Encelade. Encelade, on sent les vagues encore plus petites que 1500 mètres, mais ouais. Ouais, sur les vagues de 1500 mètres. Enfin, quoique avec Jupiter. Peut-être pas 1500 mètres. Ouais. Là, en l'occurrence, dans Interstellar, c'est à côté d'un trou noir. Donc, au niveau gravité, c'est encore plus vénère. Mais Europe, qui est juste à côté de Jupiter, on pourrait peut-être imaginer des forces de marée assez violentes. Mais voilà, c'était une petite aparté, parce qu'en plus de ça, c'est en référence à un sujet, vraiment, à un épisode de la série. On commence à avoir fait le tour, là. Non. Tu te rends compte, on a commencé. Tu te rends compte, le début du premier épisode, on parle du Big Bang. Ouais. Là, on parle de la fin. Là, pour le coup, on parle pas de la fin de l'univers. On en parle dans l'épisode d'avant, parce qu'on quitte un peu le système. Enfin, on quitte carrément le système solaire. Mais là, on parle en tout cas de la fin du système solaire. On parle de la fin de. Pas de tout, du coup, mais. Oui, mais de nous, en tout cas, déjà. De ce qu'on connaît. Ouais. Et c'est vrai que même si la fin de tout surviendra que beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, après l'ère des trous noirs, et peut-être que notre soleil qui se transformera en naine blanche deviendra une naine noire aussi, hypothétiquement. Ça, on n'a pas observé, ça reste hypothétique pour le moment, effectivement. En fait, notre univers, il est quand même assez jeune. Et donc, en parlant de. Il n'a même pas la moitié de sa vie, l'univers. En fait, il en est au tout début. Il est bébé. Ouais. Donc, on parle, là, de trillions, de trilliards d'années. Nous, on en parle en tant qu'amateurs. Oui, pour rappel, on n'est pas du tout des scientifiques. Et en fait, c'est ça qui fait aussi qu'on en parle bien et qu'on kiffe ça, c'est qu'on est assez complémentaires là-dessus. Toi, t'as un côté beaucoup plus matheux, scientifique, quoi. Moi, je vais pas du tout l'avoir. Moi, ça va être plus, en particulier, la poésie, l'émerveillement de la nature, tu vois. Puis en fait, on se complète vachement sur ces deux trucs-là. Et, je pense que j'espère que ça aura plu à. Aux personnes qui nous écoutent. Puis on verra ce que ça a donné, parce que encore une fois, tous ces épisodes, on les enregistre bien avant de sortir le premier épisode. Temps d'imaginer un peu plus la forme, de comment on va le faire et tout. On n'est pas tellement, on bosse dans du visuel, on est monteurs tous les deux en fait. Mais voilà, on découvre quand même comment faire un peu sur Internet. C'est ça, c'est con, hein. C'est con parce qu'on est dedans, on bosse dedans, on bosse avec. Le fait de le faire, le fait de produire du contenu, on se tente un peu à ça. Mais voilà. Et rapidement, pour expliquer, Expansion, c'est un projet que j'avais lancé il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et on était en école de cinéma et on se connaissait pas encore à l'époque. J'avais commencé à développer ça, j'en avais parlé à des potes et tout, avec elle, on a des potes en commun. Et un jour, je me rappelle, t'attendais des acteurs. C'était t'attendais un casting, t'étais assistant réa. C'est ça. Et je fumais une clope et je sais pas, je suis venu te voir parce que tu devais être le pote de Pierre. Je sais même pas si. Je crois que c'est parce que t'étais le pote de Pierre. C'est moi qui est venu ou c'est toi qui es venu? Non, c'est moi qui suis venu. Tu fumes une clope, je me rappelle, c'était en hiver. Ouais. Et en fait, je t'ai vu, je me rappelle venir te voir et te dire, t'attends des acteurs là Et puis, Alors, on était en plein dans la période où chacun faisait son court-métrage. Et tu me dis que t'avais entendu parler d'Expansion, justement. Et c'est évident que c'était en rapport avec. Un pote en commun qui est présent aujourd'hui. Et je sais pas si je dois taire ton nom ou pas, mais voilà. Bon, on peut dire, de toute façon, ils étaient sur la série originale d'Expansion. C'est ça, c'était Théo. Pierre et Théo, là, qui. Alors, rien à voir avec le Théo Lacassène qui a beaucoup participé à l'installation du plateau, enfant technique et tout. Mais là, Théo Garampoy qui avait bossé avec nous sur la première série. Où je voulais en venir. Donc on s'était un peu rencontrés comme ça et je t'avais montré l'épisode, une première version de l'épisode 1 d'Expansion. Et attention, t'avais kiffé. Et ça, c'est très drôle parce que vu le sujet. J'avais kiffé. Le principe, j'avais kiffé. Qu'est-ce que j'avais pas kiffé? Le principe, la forme, la musique, tu m'as dit que c'était extraordinaire, que t'avais jamais vu quelque chose aussi beau de ta vie. Ouais, peu ou prou, ouais. Qu'est-ce que j'avais dit sur le soleil? Et il me balance. Alors, c'est génial, mais. Attention, et je peux être coupable. Hein. C'est génial, mais arrête. Le soleil, je fais quelque chose aujourd'hui, j'avoue quelque chose, franchement, qui est un peu honteux quand t'as la prétention de t'intéresser un peu à l'astronomie. Et là, il me dit, c'est top, mais le soleil, il va pas exploser, hein, il est trop petit. C'est ça. Et je fais, non, c'est pas Michael Bay, quoi. C'est pas Supernova, c'est plutôt.
Et non, Plutôt effectivement, morlante, comme on l'a expliqué pendant là aujourd'hui dans cet épisode-là, le soleil ne va pas exploser. Notre soleil, notre naine jaune ne va pas exploser. Ça va être une éjection de couche de matière. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus gros pour exploser. Massif, ouais. Et puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Kylian, t'as été script doctor, t'as corrigé les textes en fait. Parce que justement, t'avais ce côté un peu plus, beaucoup plus scientifique. Tu me relisais pour voir si je disais pas trop de conneries. Et au final, le 6e épisode, c'est pour ça que cet épisode-là, il est particulièrement important. C'est un épisode qu'on a co-réalisé tous les deux. Ouais. Et il y a une certaine anecdote par rapport à ça. Je te laisse commencer à en parler. Tu veux que j'en parle ? Ouais, vas-y, Okay. commence à en parler. L'anecdote prend sa source à un de tes potes aussi, Nicolas. C'était Nico, Nicolas qu'on salue. Ouais, qu'on salue carrément, qui... parce qu'il bossait sur ses courts-métrages à l'époque, juste là, et il m'envoyait des festivals qui pouvaient correspondre à l'expansion, quoi. Et donc on a postulé à certains de ces festivals. Je crois qu'on avait en Suisse, il y en avait un peu partout dans le monde. On avait participé à un festival à New York, mais tout ça c'était pendant le Covid. C'est ça. Et donc oui, là, il faut bien vous situer, période Covid. Il y a un festival qui nous a attirés particulièrement, c'était un festival qui était sponsorisé par la NASA. Ouais. On se dit, vas-y, un festival sponsorisé par la NASA, avec la remise des prix à Houston, tous les trucs un peu... on avait rempli le formulaire du coup, mais en se disant, vas-y, tu sais quoi, au pire c'est l'occasion que, sur les centaines de projets qui vont être envoyés dans le monde, c'est l'occasion qu'il y ait des mecs de là-bas qui voient notre truc, quoi. C'est ça, au moins des gens qui le voient pour dire non. Donc ce festival, il s'appelle Cinespace. Ouais, le Cinespace, donc c'est un festival qui il y a eu tous les ans à Houston. Du coup, c'est Houston Cinema Art Society en collaboration avec la NASA qui organise le Cinespace. Et bon, on fait ça, et puis plusieurs mois après, même plus au moins 6 mois, et je reçois un message des US, je fais putain, qu'est-ce que c'est encore cette merde et tout. J'écoute le vocal dans le doute, le mec qui parle anglais, déjà, mon anglais est catastrophique, et en plus de ça, la qualité était vraiment pourrie. Et j'envoie ça à un pote, Luc, qui m'avait aidé pour tous les documents administratifs, à l'époque, qui est un de mes meilleurs amis d'enfance, qui lui habite aux États-Unis pour le coup, et qui m'avait traduit ça. Il m'a dit, mais je sais pas, apparemment, t'as pris un truc avec la NASA, quoi. Mais c'est quoi, ça devient con mais ça qui me fait une blague. Mais voilà, ça devient débile en fait, pas les canulars, mais tu sais les pubs téléphoniques, les gens carrément, quand même, hein, voilà, les gens carrément savent ce que tu fais, ce qui t'intéresse et tout. Parce que je me rappelais pas qu'on avait fait ça. Je me rappelais pas, et je réalise au bout de 10-15 minutes, je fais attends, mais si on avait fait ça avec Kian. Et là je lis, j'avais 3 mails non lus du mec qui me dit vous êtes pris, répondez-nous s'il vous plaît. Allô, vous êtes finalistes les gars. Et on était finalistes dans ce festival. Et ce qui était ouf avec ce festival, c'est que alors je le dis tout de suite, on n'a pas gagné. Ce qui est ouf avec ce festival, donc on était 12 finalistes, on était les seuls français dedans, sinon il y avait roumain, mexicain, il y avait un américain, il y avait une américaine évidemment, deux européens, donc nous et un roumain, un hongkongais, et puis le reste c'est des américains. Et c'était assez fou parce que même rien qu'en tant que finaliste, sans gagner, l'épisode 6 en l'occurrence d'Expansion allait être projeté dans d'autres festivals de court-métrage à travers les États-Unis, dans des bibliothèques, des écoles, des musées, truc de fou. Sur la chaîne de la NASA d'ailleurs, l'épisode 6 de l'Expansion est disponible en 2 versions sur YouTube, une version sur la chaîne Expansion et une version sur la chaîne de la NASA. C'est ça. C'est quand même ultra stylé. Et le Saint Graal, l'idée de fou quoi. C'était que on a eu l'opportunité, donc avec les autres finalistes, même en ne gagnant pas, d'être projetés à bord de la station spatiale internationale. Et ça c'est quand même ouf. C'est con parce et que ça, Thomas Pesquet il y était pas à l'époque. Ça c'est dommage, cool, mais il y en a d'autres. C'est assez fou de se dire ça quoi. Qui était à bord de l'ISS. Donc c'est un privilège et c'est un honneur qui c'est dingue. Immense. On vous parlait des distances tout à l'heure. Je pense que ça aussi, c'est inquantifiable en fait. On se le représente pas forcément. Et le fait d'être dans l'espace, quoi. Et qu'à jamais on ait ça tous les deux et que c'est ouf. Ça a été vraiment une super aventure quoi, qui a débouché là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs on continue à vous dire, même si c'est un peu dépassé. D'ailleurs, ça peut être un concept un jour. Alors je sais pas où on en sera à l'époque. On a peut-être émis l'idée de pourquoi pas d'aller sur Twitch, en tout cas de faire des petits lives comme ça, parce que on adore quand même faire ça. Ça nous intéresserait beaucoup d'en parler aussi, et pourquoi pas en live sur Twitch ou autre. Et là je voulais en venir, c'est que un concept en plus que je vais te proposer, tu vois, je n'en ai même pas encore parlé, c'est le fait de se remater en fait les épisodes originaux de l'époque
et de debunk un peu, parce que tu vois, il y a peut-être des trucs un peu inexacts. Je pense rien qu'à l'épisode 5 avec Icarus, aujourd'hui, c'est plus l'étoile la plus éloignée, tu vois. Ouais, en fait, sans parler de debunk, c'est surtout en fait nos observations, les observations qui ont parce que ça eu bouge tout le temps aussi entre le moment où on a sorti l'épisode et aujourd'hui, donc la science qui a avancé. Et donc ça pourrait être intéressant. Un épisode Halloween, un épisode de Noël. Il y a déjà un épisode de Noël, un épisode complot. Podcast, mais... un épisode complot. Ça on en a parlé, et ça on a des idées. Ça on a des idées. Des épisodes complot. Des épisodes complot. La Terre plate. La Terre. Il le dit doucement et tout, genre en mode vas-y. J'ai pas envie de faire un AVC. Mais clairement, la Lune, tu vois, tout ça. La Lune creuse. Les trucs assez classiques, mais on a plein d'idées, même pour une éventuelle saison 2 d'ailleurs. Mais on vous voilà. Mais en tout cas, on vous conseille vraiment beaucoup d'aller voir du coup la série originale qu'on a faite il y a plusieurs années maintenant, qui a été permis grâce à toutes les personnes qui ont bossé dessus. C'est vraiment un résultat vraiment ouf que j'avais pas imaginé à l'époque. Aussi un logiciel, j'avais contacté les développeurs de Space Engine, qui est un super logiciel sur l'astronomie. Que vous pouvez trouver sur Steam d'ailleurs. Qui est plutôt intuitif aussi. Il n'y a pas de partenariat ou pas de sponsor évidemment, mais je le précise quand même. Et qui vous offre la possibilité de faire des prises de vue dans l'espace qui sont vraiment hyper je pense que la prise en main elle est assez rapide quand même. Elle est assez rapide, c'est hyper intuitif et c'est hyper classe, c'est hyper beau. On peut paramétrer énormément de choses. N'hésitez pas si vous voulez. Et encore, ça c'est la version d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, si on refaisait expansion, ce serait peut-être encore mieux. Ça, parce que ça évolue aussi. Donc si vous voulez transformer Mars en une planète habitable, si vous voulez aller voir des exoplanètes, des quasars, faites ce que vous voulez. C'est un super logiciel pour le faire. Ouais, complètement. Donc il ne nous reste plus qu'à maintenant à remercier. Remercier carrément. D'abord, donc pour ceux qui vont voir le podcast, moi je voulais remercier Antonin et Hugo, ceux qui font de la 3D pour illustrer un petit peu nos propos. Et qui vous donnent des images quand même vraiment, vraiment cool à voir. Ces animations qui schématisent les explications qu'on donne pour que ce soit un peu plus clair. Encore une fois, c'est la vulgarisation, tout ça. Donc voilà, merci à eux deux. Merci à toutes les personnes qui sont même là aujourd'hui. Alors je pense à Théo qui est pas avec nous sur le tournage là. Alors pas le Théo d'il y a 5 ans, le Théo d'aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de Théo. Un nom beaucoup trop commun. Mais Théo qui s'occupait de la light, alors qui a toujours été enfant technique, mais là qui s'occupait de toute la light sur cet épisode là. Et qui a fait un travail d'enfer. Ça a vraiment trop de la gueule. Grâce à lui si vous pouvez voir. C'est vraiment trop cool. Lumière. Qui y a là-bas? Il y a Margot, à la photo à chaque fois, à la com. Désolé. On avait parlé, on avait fait la barre à Théo. Il y a Mathéo, du coup, ses superbes animations, l'habillage que vous voyez. Alors il y a l'ancien Théo là-bas. L'ancienne. Donc celui qui nous a fait nous rencontrer en fait quelque part, qui était notre pote en commun, nos potes qu'on avait en commun. Ouais, exactement. Je vois aussi Lou qui est au making of, qui a aussi assisté Margot aux photographies un petit peu. Il y a Spider-Man qui remercie Spider-Man alias Gabriel. Gabriel Parker pour la technique, pour le renfort technique à chaque épisode, aussi pour la photographie aussi. Beaucoup de photos. Et vraiment Louis, Adrien au son, en tant qu'ingénieur son, en mixage aussi, mixage de chaque épisode, et Titouan qui est réalisateur avec nous, de cette série, qui s'est tout de suite donné à fond dans le truc, qui a toujours été super investi, qui est vraiment génial, il fait un taf de fou. Théo, ça fait 6 épisodes qu'on fait, il sait que les 2 câbles qui sont branchés là-bas ne marchent pas, il les branche quand même. Il fait beaucoup de photographie aussi, il fait de l'argentique, il faudrait qu'il te montre ce qu'il fait. C'est vraiment top. Est-ce que Titouan peut nous faire un coucou là? Après je sais pas si on l'entendra, ça se trouve il nous écoute pas. Je pense pas qu'on va m'entendre, mais merci JB, merci. T'inquiète. Ouais, de toute façon je vais penser à Manu. Petite pensée à Manu, oui non mais j'ai pas fini du coup. Merci du coup à Emmanuel Faure et à Capta Vidéo, puisque je précise que tous ces podcasts ont été enregistrés dans le studio de Capta Vidéo pour le labo du podcast. Vous aurez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Capta Vidéo propose son studio pour divers événements, du live et en l'occurrence du podcast.
Et, Vraiment, on a vraiment profité d'une qualité gros de dingue merci, pour ça. pour Gros nous merci. avoir accueillis, Parce que voilà, on a un produit final qui est quand même dingue. Ouais, très qualitatif. Et ça aurait jamais été possible sans Capta Vidéo du coup. Ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, on vous conseille d'aller vous renseigner. Vous verrez le lien dans la description. Ouais. Mais globalement, merci à tous. Ouais, merci à tous en tout Et cas. bravo les gars. Merci. Merci d'être là. T'es en train de cramer là. Et voilà, alors qu'on voit la Terre en train de cramer, il est temps de se quitter. Ouais, il est temps de se quitter, c'est terrible. Écoutez, on espère que ça vous a plu. Vraiment, on espère que vous avez passé un bon moment en nous écoutant, en nous regardant aussi pour certains, et en regardant nos vidéos. Et alors que les violons m'accompagnent. Tu sais, il nous sort les violons de la liste de Schindler, tu sais. Et alors que les violons m'accompagnent. Je sais pas ce que c'est. C'est la musique pour arrêter de parler durant les séances. J'ai essayé de trouver un ça de piano, j'ai pas. Il a mis vu du David Guetta, c'est genre. L'ingé son qui vient de s'investir à fond dans cette fin, dans ces adieux. Bon, après, ne jamais dire jamais, on verra ce qu'on peut faire. Parce qu'encore une fois, on a plein de concepts, on a plein d'idées. Si c'est continuer l'expansion, c'est ça, globalement, ça dépend de nous. Évidemment, son temps, on a plein d'idées. On a des projets aussi en annexe, certains projets qui ne portent pas sur l'astronomie qu'on va mener, on va essayer de mener à bien à deux, d'autres chacun de notre côté, etc. Mais en tout cas, on espère que ça vous a plu. On espère que vous avez passé un bon moment. Puis merci d'arriver jusque-là, d'avoir écouté, pour ceux qui ont écouté toute la série, même ceux qui ont écouté cet épisode-là, qui sont arrivés jusque-là. Que ça constituera de longues heures d'écoute pour vous. Complètement. Où vous aurez l'occasion d'y penser un petit peu à l'astronomie, au système solaire, à la vitesse de la lumière, à toutes ces choses-là, et de rêver un petit peu. On espère qu'on a bien fait notre travail en vous expliquant 2-3 choses, en les vulgarisant, et puis en vous donnant envie de vous y intéresser un peu plus peut-être. Donc voilà. Oui, il me reste juste à te dire merci. À dire au revoir. On va y picoler là, mais on va se dire au revoir de manière. Et on va se dire au revoir de manière formelle. Ensuite, il y a la petite bière. C'est ça. Et voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à toi, mon vieux. Je suis trop content d'avoir fait ça avec toi. Pareillement. Et c'était l'épisode 6, l'épisode ultime d'Expansion, le podcast. Disons merci, saison 1, histoire 2. Disons saison 1, allez, voilà. Et merci à vous. Merci. Ciao. Ah là là, tu as la